Un générateur s'enclenche à Moscou. Les lumières vacillent, le sol vibre. Deux énormes portes en fer sur le toit d'un silo à missiles secrets s'ouvrent. Un grondement grave emplit les rues et de la fumée s'échappe alors que le missile s'élève lentement vers le ciel. Lorsqu'il n'est qu'à quelques centaines de mètres du sol, il se déplace déjà à une vitesse incroyable. En moins d'une minute, ce n'est plus qu'un point blanc scintillant à l'horizon. Croyez-le ou non, ce missile nucléaire mettra seulement 20 minutes pour aller de Moscou à sa cible, Londres. Alors que ce missile est en route pour détruire la 6e ville la plus riche du monde, examinons où le Royaume-Uni a fait fausse route et pourquoi il pourrait être le pire endroit au monde où se trouver lorsque la 3e guerre mondiale éclatera. Il n'a fallu que quelques heures à Vladimir Poutine pour prononcer les mots « 3e guerre mondiale » après avoir remporté l'élection pour son 5e mandat présidentiel. Célébrant son partage très douteux de 88% des voix, le président russe a été interrogé par un reporter sur les commentaires faits par le président français, Emmanuel Macron, suggérant que la France envisagerait d'envoyer ses propres troupes en Ukraine pour aider à défendre le pays contre l'invasion russe. Poutine n'a pas mâché ses mots. Je pense que tout est possible dans le monde d'aujourd'hui, et il est clair pour tout le monde que ce serait un pas vers une guerre mondiale, à grande échelle 3e. Ce n'est pas la première fois que le camp de Poutine menace ouvertement l'Occident d'un conflit mondial. L'ex-président russe Dmitri Medvedev est un allié proche de Poutine depuis longtemps. Lorsque Poutine a été contraint de quitter la présidence par la constitution russe, qui stipule qu'un président ne peut exercer que 2 mandats de 4 ans consécutifs, Poutine a fait appel à Medvedev pour le remplacer et a modifié la constitution elle-même pour permettre à Poutine de revenir pour des mandats consécutifs de 6 ans. En février 2024, Medvedev a fait une grande déclaration au nom de Poutine. S'adressant aux médias, il a déclaré que si la Russie était vaincue dans ses tentatives d'invasion de l'Ukraine, tout l'arsenal d'armes nucléaires russes serait dirigé vers Kiev, Berlin, Washington DC et Londres. Selon ces mots, une défaite russe marquerait le début d'une guerre totale. Pourquoi Londres? La Russie et le Royaume-Uni ont une histoire de tension datant de décennies. Des agents russes ont perpétré une série d'empoisonnements très médiatisés en utilisant des agents neurotoxiques Novichok et des isotopes radioactifs mortels sur le sol britannique. Au Royaume-Uni, Alexander Litvinenko, ex-officier du comité Gosudarbstvenoi Bezopasnosti, ayant rejoint le Secret Service britannique en tant qu'informateur, est bien connu. Litvinenko a été assassiné dans le centre de Londres en 2006. Les agents impliqués ont bâclé l'assassinat et Litvinenko a survécu dans un hôpital pendant plus de 2 semaines. Depuis son lit d'hôpital, alors que l'empoisonnement par radiation détruisait progressivement son corps, il a travaillé avec les autorités britanniques pour traquer ses tueurs et révéler les précieuses informations qui lui restaient. Dans les empoisonnements de Salisbury, 2 personnes ont été retrouvées inconscientes et écumant à la bouche sur un banc dans la tranquille ville de campagne de Salisbury. Quelques mois plus tard, d'autres décès dans la ville voisine. Le coupable? Une bouteille de parfum contenant un agent neurotoxique Novichok. Après avoir été utilisé sur les cibles initiales, l'agent russe impliqué a jeté le parfum dans une poubelle d'une ville voisine où il a continué à empoisonner 2 autres personnes. Compte tenu de l'alliance étroite de la Grande-Bretagne avec les États-Unis pendant la guerre froide, il est logique que, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Royaume-Uni ait fourni plus d'aide à l'Ukraine que tout autre pays, à part les États-Unis. Il n'est pas surprenant que Medvedev ait mis le Royaume-Uni en haut de la liste des cibles nucléaires de Poutine. Mais avec toute cette aide qui va en Ukraine, le Royaume-Uni ne se disperse-t-il pas trop? Le Royaume-Uni était autrefois littéralement le roi du monde. L'adage disant que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique était vrai. La domination coloniale s'étendait du Canada à l'Australie, l'Inde et de nombreuses régions d'Afrique. Cette petite île a été la première à s'industrialiser, prenant une avance sur ses pairs. En 1913, l'Empire britannique était en charge de plus de 412 millions de personnes, soit un quart de la population mondiale. La population du Royaume-Uni était seulement de 10% de ce nombre. Au fil du temps et avec l'octroi de l'indépendance à chaque membre individuellement, l'influence britannique sur la scène mondiale a régulièrement diminué. Mais le Royaume-Uni est un membre éminent du Conseil de sécurité des Nations Unies, un membre fondateur du G7, G20, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord Australia, United Kingdom, United States Organisation de coopération et de développement économique, Organisation mondiale du commerce, Conseil de l'Europe, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du Commonwealth des Nations. Le Royaume-Uni est la 6e puissance militaire mondiale, derrière les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde et la Corée du Sud, la seule ayant une population proche de celle du Royaume-Uni. Malgré sa taille et sa population, le Royaume-Uni a une puissance de feu impressionnante, surpassant largement ses dimensions. Il devrait être apte à se défendre dans la 3e guerre mondiale, n'est-ce pas? Malgré sa puissance théorique, l'armée britannique a subi un déclin continu durant les 20 dernières années.
La Royal Air Force, la Royal Navy et l'armée ne sont pas les mêmes en 2024 qu'au tournant du XXIe siècle. Actuellement, le Royaume-Uni ne s'engage dans aucun conflit à grande échelle, donc l'armée est largement non testée. Mais les analystes britanniques ont suggéré que la situation est grave. Le pays classé 6e dans le monde pourrait ne plus être capable de défendre ses frontières, encore moins de changer significativement le cours d'une guerre mondiale. C'est une chute dramatique depuis être l'allié le plus proche des États-Unis durant la guerre froide. Comment cela s'est-il produit? En réalité, c'est dû à la fin de la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique est devenue la principale menace pour l'Occident. Bien que les États-Unis et le Royaume-Uni n'aient pas affronté l'Union des républiques socialistes soviétiques dans un combat actif direct, ils ont passé le demi-siècle suivant à mener des guerres par procuration dans le monde entier, aidant les combattants, formant des groupes paramilitaires et faussant les élections politiques dans les pays partout. Alors que les deux camps se battaient pour que leur vision de la paix mondiale l'emporte, avec de plus en plus d'armes nucléaires pointées chaque année sur les capitales de chacun. C'est un miracle que cela n'ait pas fini en apocalypse nucléaire. L'Union soviétique s'est effondrée, donnant naissance à une nouvelle Russie. La nouvelle Russie, apparue dans les années 1990, était plus ouverte au commerce international et à la diplomatie. Ils ont eu des élections démocratiques pour choisir des présidents qui pourraient conduire la nation vers une nouvelle ère dorée de la politique et du commerce. Les États-Unis et la Russie ont entrepris de démanteler leurs têtes nucléaires en parallèle l'un de l'autre. L'espoir pour une grande partie du monde était que les hostilités du XXe siècle étaient terminées et que le XXIe siècle serait le début d'une humanité interconnectée, travaillant ensemble pour l'avenir. Les armées à travers l'Europe et le monde ont réduit leurs dépenses de défense, car enfin, elles vivaient dans un monde où un président russe élu démocratiquement s'assiérait à la table avec les dirigeants de l'Union européenne pour discuter des accords commerciaux et du changement climatique. Un sentiment de paix et d'espoir s'est installé en Europe. Mais suite au 11 septembre, les États-Unis avaient une nouvelle guerre entre leurs mains, le terrorisme. Comme souvent, le Royaume-Uni est immédiatement entré en guerre en Afghanistan. Des années après, les États-Unis ont aussi envahi l'Irak. En réponse à des allégations infondées que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, les États-Unis ont déclenché des guerres impulsives. Président Bush et le Premier ministre des Royaumes-Unis, Tony Blair, se sont lentement transformés en désastres absolus pour les deux nations. Pour le Royaume-Uni, les guerres en Irak et en Afghanistan sont largement considérées comme des échecs au mieux et hautement contraires à l'éthique au pire. Il y avait un manque de but clair et de directives en entrant dans ces guerres. Le Royaume-Uni a déclaré la guerre à Al-Qaïda en Afghanistan en 2001, mais s'est retrouvé à combattre les talibans en 2006. L'absence d'objectifs et de conditions de retrait a mené à une dérive de la mission. Des objectifs seraient définis ou laissés sans avertissement. Les combats dans la région déchiraient manifestement le pays, mais personne ne pouvait s'accorder sur la meilleure solution, et quand ils pouvaient s'accorder, ils l'exécutaient mal. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a construit une armée afghane avec 190 000 membres, soit 3 fois la taille des forces du Royaume-Uni de l'époque. Elle était mal formée, mal organisée et totalement insoutenable. Le Royaume-Uni s'est fixé l'objectif d'améliorer la vie des Afghans, ce qui était encore vague, et leur présence rendait sans doute la situation bien pire. Même les projets d'infrastructures de base, comme la construction d'une école pour quelques milliers de livres, se transformaient en opérations ridiculement coûteuses et mal gérées. Tout cela engloutissait de l'argent. Mais pire que cela était le coût humain. Une estimation de 2021 a évalué à 432 093 le nombre de morts violentes de civils à travers les guerres en Irak, Afghanistan, Yémen, Syrie et Pakistan. C'est plus de 10 fois les pertes subies jusqu'à présent en Ukraine. Mais la guerre entraîne bien plus de morts que les seuls actes de violence directe. De nombreuses morts indirectes résultent de l'augmentation de la famine, maladie et criminalité. Il est ardu de déterminer le nombre de décès total et leur cause dans ces régions, mais il pourrait en dépasser 4,5 millions depuis le 11 septembre. Ajoutez à cela les récits de crimes de guerre commis dans des prisons comme Abu Ghraib, où les officiers américains et britanniques torturèrent les détenus tout en prenant des photographies souriantes, et il est difficile d'arguer que l'implication du Royaume-Uni dans ces pays était positive. Ces guerres avaient un coût économique colossal. Les guerres en Irak et Afghanistan ont coûté près de 30 milliards de livres au Royaume-Uni, avec peu de résultats à montrer. Durant près de 20 ans, les dépenses militaires ont été dirigées vers ces conflits, une grande part étant gaspillée et mal administrée. Le sujet des dépenses militaires n'est pas populaire en politique britannique depuis plusieurs années. N'oubliez pas, le Royaume-Uni a également subi le krach financier de 2008, le Brexit, et la pandémie de coronavirus disease 19, qui ont tous ébranlé une économie qui a essentiellement été une ligne plate pour les 5 derniers premiers ministres.
Une grande partie du public britannique se sent très cynique quant à l'idée de dépenser plus d'argent pour la guerre après l'histoire récente de leur pays, si bien que peu de politiciens en ont fait un point central de leur campagne. Cela signifie que la recherche et le développement, l'amélioration de l'équipement et l'investissement dans de nouvelles machines ont été négligés. Prenons le SAC-80 par exemple. C'est le fusil d'assaut standard de l'armée britannique, et cela depuis 1987. Certes, ils ont rafraîchi le design plusieurs fois pendant cette période. Il est immédiatement identifiable par son chargeur, situé à l'arrière du fusil, derrière la poignée et la gâchette. Peu d'armes ressemblent à cela, et c'est pour une bonne raison. La conception est vraiment mauvaise. L'absence de plaque de protection sur le loquet de libération du chargeur peut entraîner sa chute en cas de choc contre la poitrine ou l'épaule. Le fusil, conçu uniquement pour les droitiers, mettait potentiellement les soldats gauchers en désavantage fatal, contraints de le manipuler maladroitement. Ajoutez aussi les problèmes de fiabilité. Les fusils s'enrayaient souvent dans le sable du Moyen-Orient. Ils étaient sujets à la rouille et même à leur meilleur, ils étaient tout juste corrects comparés à d'autres fusils. Aucun autre pays au monde, à part la Jamaïque et la Bolivie, n'a acheté des SA-80 au Royaume-Uni, mais les Britanniques les utilisent depuis des décennies maintenant, ayant investi tant d'argent dans leur développement, leur fabrication et leur amélioration. C'est la même histoire pour une large part de l'armée britannique. Les Challenger. Deux principaux chars d'assaut britanniques, conçus à la fin des années 80, ont commencé leur production au milieu des années 90 et ont roulé en Irak quelques années plus tard, en 2003. Depuis, la flotte a connu quelques améliorations, mais la variante Challenger 3e demeure insaisissable. Au lieu d'acheter de nouveaux chars, Challenger 3e, le Royaume-Uni envisage de moderniser les Challenger 2 en 3e. Le Royaume-Uni a actuellement 213 chars dans sa flotte. De ce nombre, seuls 148 d'entre eux doivent être mis à niveau en Challenger 3, laissant des points d'interrogation sur le sort du reste. Cette mise à niveau coûtera un total de 800 millions de livres et prolongera la durée de vie de ces chars jusqu'en 2040. Bien que cela puisse paraître bon sur le papier, de nombreux experts ont averti que ce plan pour les chars est largement insuffisant. Personne ne sait exactement combien de chars la Russie a à sa disposition, mais les estimations placent le nombre entre 2000 et 17 000. Malgré l'âge et la faiblesse supérieure de ces chars par rapport au Challenger 2, leur nombre important est impressionnant. La date de 2027 pour la mise à niveau des chars pourrait être trop tardive. Le président chinois Xi Jinping a suggéré son intention de réintégrer Taïwan à la Chine d'ici 2027. Les experts ont souvent théorisé que l'invasion de leurs petits voisins insulaires par la Chine pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Même si cela ne se produit pas, Poutine démontre clairement qu'il a des plans qui vont bien au-delà de l'Ukraine pour la décennie à venir, car il voudra voir la renaissance de l'Union soviétique avant de mourir. Les chars qui commencent à être modernisés alors que la guerre éclate ne sont utiles qu'à l'ennemi. Ce manque de préparation s'étend également au reste de l'armée. Les soldats britanniques ont reçu le surnom de les emprunteurs par leurs alliés au Moyen-Orient, car ils devaient parfois compter sur les autres pour les munitions et les fournitures de base. Le problème persiste toujours. Les politiciens britanniques ont allégué que le Royaume-Uni n'a que suffisamment de munitions pour quelques jours de combat. S'ils voulaient déployer une force de seulement 30 000 troupes, cela pourrait leur prendre 5 à 10 ans pour les équiper suffisamment d'hélicoptères, de chars et d'artillerie. Actuellement, les forces armées du Royaume-Uni sont déployées en Europe et à travers le monde. Des jeux de guerre combinés sont organisés à l'échelle mondiale par les pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et la Suède, en guise de démonstration de force militaire contre les forces russes et chinoises, sous le titre Operation Steadfast Defender. Les exercices militaires du Royaume-Uni sont répartis à travers le globe, en Finlande, Pologne, Asie de l'Est, Allemagne, etc. Ceci fait référence à l'appui vigoureux du Royaume-Uni à l'Ukraine, ayant envoyé un nombre inconnu de Challenger 2 pour soutenir la lutte contre Poutine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admiré le soutien britannique. Mais en raison du manque d'investissement dans de nouveaux équipements, la plupart des armes et des véhicules en route vers l'Ukraine ne sont pas remplacés dans le stock. La stratégie du Royaume-Uni est claire. Affronter la Russie via l'Ukraine maintenant, au lieu d'attendre un combat direct dans quelques années. Cela révèle aussi le rôle potentiel du Royaume-Uni dans un conflit mondial en soutien à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le mot-clé est soutien. La taille de l'armée britannique a diminué de près d'un tiers au cours des 2 dernières décennies, passant de 155 000, y compris les réserves, à seulement 116 000. Des inquiétudes existent sur la vitesse de mobilisation de ces réserves. Il faudrait probablement des semaines pour former, équiper et transporter suffisamment les troupes de réserve, même si tout se passe parfaitement bien sur le plan logistique, ce que tout membre des forces armées britanniques vous dira est loin d'être garanti.
Si une guerre éclate soudainement sur le continent, la Grande-Bretagne compte sur des pays comme l'Allemagne, la Suède, la Finlande, l'Italie et la France pour avoir une forte réponse initiale sur le terrain pendant qu'ils se préparent à la guerre. À partir de ce moment, le Royaume-Uni arriverait probablement comme une deuxième vague de renforts, renforçant les positions critiques et prenant le relais des troupes épuisées ou blessées. C'est loin du temps de la suprématie mondiale britannique, mais ce n'est sûrement pas le pire lieu en cas de Troisième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Le Royaume-Uni est une île séparée du reste de l'Europe. Historiquement, c'était sa plus grande défense. Règle Britannia, Britannia règne sur les vagues. La Grande-Bretagne se fiait toujours à sa puissante marine et à l'étendue océanique entre elle et l'Europe pour sa sécurité. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, avançant à travers l'Europe et prenant la France plus vite que prévu, se sont arrêtés. Quand ils ont atteint la Manche, les nazis pouvaient au mieux bombarder Londres et d'autres villes importantes la nuit. Monter une invasion à grande échelle n'était pas facile. Ce retard a probablement permis à la Grande-Bretagne et aux Alliés de reprendre pied dans la guerre et d'inverser la situation. Mais le paysage a changé. Les bombardiers de la Luftwaffe, à peine capables de traverser la Manche et revenir, sont des reliques par rapport aux normes actuelles. Les défenses aériennes du Royaume-Uni n'ont pas été testées contre les défis tels que les missiles balistiques à longue portée, les avions supersoniques, les drones sans pilote et les bombardements à longue portée. Les jours où l'on montait des mitrailleuses manuelles le long des falaises blanches de Douvres sont révolus. Et de lever des ballons de barrage sur Londres pour forcer les avions ennemis à voler plus haut. La zone métropolitaine de Londres est la plus grande d'Europe. Défendre tout cela contre des attaques aériennes modernes serait une tâche monumentale, sans parler de faire de même avec Manchester, Birmingham, Liverpool, Cardiff, Édimbourg et toutes les autres villes clés du Royaume-Uni. Avec l'armée déployée à travers l'Europe, la marine gardant la ligne Royaume-Uni-Groenland-Islande et la Royal Air Force soutenant tout le monde, comment le Royaume-Uni serait-il capable de se défendre efficacement contre les frappes aériennes et même une invasion terrestre? Mais ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. L'armée britannique a quelques véritables atouts. Bien que ses chars puissent être à la traîne, la Grande-Bretagne se distingue par sa flotte de chasseurs à réaction qui ne fait que se renforcer. Le F-35 est généralement vu comme le meilleur avion de chasse actuel, doté de capacités furtives mortelles, de technologies avancées et d'une manœuvrabilité sans pareille. C'est un favori solide contre tout autre adversaire aérien et il est également redoutable en tant que menace air-sol. Un F-35 entre de bonnes mains a un véritable avantage compétitif même sur les meilleurs jets de Russie, les Su-35. Le Royaume-Uni recevra une commande de 47 d'entre eux d'ici 2025. Il devait y avoir 48, mais un s'est écrasé. De plus, le gouvernement britannique s'est engagé à commander un autre lot prochainement. Beaucoup de sourcils se sont levés après que le Royaume-Uni a vendu sa flotte entière de 72 Harrier Jump Jet aux États-Unis pour le prix dérisoire de 180 millions de dollars dans le cadre de coupes budgétaires. Ces nouveaux F-35 variante B pour décollage verticaux en mer sont prêts à rétablir significativement la suprématie aérienne de la Royal Air Force. Malgré leur âge, les Challenger 2 et 3 restent redoutables. Depuis leur création au milieu des années 90, seuls 2 ont été détruits au combat, et l'un d'eux a en fait été détruit par accident par un autre Challenger 2. Les améliorations du Challenger 3 semblent mettre le Royaume-Uni en avance, d'autant plus que leurs problèmes de matériel vieillissant pâlissent par rapport à ceux de la Russie, qui déploie fréquemment du matériel et des véhicules datant de la guerre froide en Ukraine, manœuvrés par des conscrits peu formés. La Royal Navy a également passé des décennies à faire exactement le travail qu'elle ferait lors de la Troisième Guerre mondiale, en défendant la ligne Royaume-Uni-Groenland-Islande. Des navires de patrouille, transportant des dizaines de F-35, ainsi que des sous-marins nucléaires et des avions de patrouille, capables de repérer les sous-marins russes depuis le ciel, signifiant que la Russie aurait du mal à percer cette ligne pour entrer dans l'Atlantique. La Chine, en revanche, poserait un problème plus sérieux. Mais comme ils sont de l'autre côté du monde, avec les États-Unis agissant comme une barrière entre eux, le Royaume-Uni n'aurait pas à se soucier trop de leur présence navale, à moins que les choses ne se passent très mal dans la guerre. Malgré toutes ces mesures, le Royaume-Uni est impuissant face à un problème de la taille d'un missile. Une certaine ogive nucléaire a déjà traversé toute l'Europe et se dirige vers la capitale pendant que nous parlons. En cas de Troisième Guerre mondiale nucléaire, une possibilité réelle étant donné la fin de la Seconde Guerre mondiale, la volatilité de Kim Jong-un et l'ambition de pouvoir de Poutine, Londres serait la deuxième cible occidentale majeure après Washington DC. Peu importe la puissance de votre armée, face à une bombe nucléaire lancée sur votre gouvernement, vous êtes impuissant. C'est la principale faiblesse du Royaume-Uni, la raison pour laquelle c'est le pire lieu à être en cas de Troisième Guerre mondiale. Les petits abris anti-aériens en tôle ondulée que les familles ont construits au fond de leur jardin pendant la Seconde Guerre mondiale seront comme du papier de soie. Après une frappe nucléaire, il n'y a nulle part où aller.
En Europe, aux États-Unis et ailleurs, les civils peuvent échapper aux retombées nucléaires. Toute personne touchée par la frappe mourra directement ou dans les jours suivants, mais l'espoir persiste pour ceux en périphérie. Les civils peuvent monter dans des voitures et des bus et conduire aussi vite et aussi loin que possible. Au Royaume-Uni, vous ne pouvez aller que jusqu'à un certain point avant d'atteindre l'océan. Là, vous devrez vous battre pour monter à bord de navires surchargés qui n'ont pas une capacité suffisante pour évacuer même une fraction significative de la population. Même ceux qui quittent l'île en bateau ou en avion seront probablement pris dans les combats qui font rage dans les mers autour du Royaume-Uni. Ils doivent soit se diriger vers l'Europe et la ligne de front russe, soit entreprendre le long et dangereux voyage vers les États-Unis où ils pourraient être interceptés à tout moment. Mais pour ceux qui sont laissés pour compte alors que les derniers bateaux et avions partent, il ne reste plus qu'à rester là, sur le rivage, alors que la pluie radioactive commence à tomber à gros flocons, attendant que d'autres bombes déchirent le reste du pays. Maintenant, découvrez comment l'Angleterre a réussi à envahir 90% du monde, ou regardez plutôt cette vidéo.